Donc c'est un plaisir pour nous de vous présenter en fait ce retour d'expérience sur le Big Data au service de la relation client chez Air France KLM. Donc pour commencer avec les présentations, je suis Michael Chalamel, je travaille au service de recherche opérationnelle d'Air France KLM depuis un peu plus de 5 ans. Et là, je suis plutôt impliqué sur les problématiques de mise en production de modules data science, au service justement de tous les différentes directions métiers que nous avons. Bonjour à tous, moi c'est Molo de Lunassi, je suis data engineer chez Xebia. Je travaille chez Air France depuis à peu près 6 mois sur ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et on va avoir un petit aperçu de ce qu'on a fait et de ce qu'on envisage de faire. Voilà. Donc pour préciser un petit peu le but de cette présentation, dans un premier temps, on va plutôt essayer de voir un peu le contexte Air France KLM, voir un petit peu l'historique avec la relation client, le big data. Et en deuxième partie, on verra plutôt justement les axes d'amélioration, d'accélération que nous avons rencontrés et comment nous les avons appliqués. Donc pour vous présenter le groupe Air France KLM, donc vraiment sur la partie qui nous intéresse avec nos passagers, donc on a un peu plus de 90 millions de passagers par an, 320 destinations dans 114 pays, un peu plus de 500 avions en exploitation, ce qui fait à peu près 2000-2200 vols par jour à gérer. D'un point de vue plutôt digital, en fait, on a 3 millions de followers Twitter, 19 millions de fans Facebook, avec 35 000 interactions par mois en fait, avec les équipes digitales. En termes d'interaction, il y a effectivement aussi environ une vente toutes les 5 secondes, donc ça reste quand même assez fréquent. Et sur la partie client fidélisé, 24 millions, qui représentent à eux seuls à peu près 50% du chiffre d'affaires d'Air France KLM. Un petit focus sur le service de recherche opérationnelle quand même pour vous donner un peu plus d'informations. Donc ce service, c'est un service groupe, environ 70 personnes, donc réparties entre Amsterdam et Paris. Plusieurs missions en fait pour ce service. La première est de répondre en fait à des problématiques donc des différentes directions métiers. Donc ça peut être le cargo, la finance, le revenu management, le personnel navigant. Et là-dessus, on répond à ces besoins par des applications qui vont être développées, maintenues et évoluées en fait au sein de l'équipe à l'aide d'autres équipes IT effectivement du groupe. Deuxième mission qui est plutôt sur la partie consulting interne, donc sur la partie strat. Où là on va être impliqué à partir de nos compétences et des outils aussi que nous avons développés pour faire donc des simulations et aider nos prises de décision. Là, le dernier exemple, ça peut être justement sur la refonte du programme de vol et voir les impacts que ça va avoir pour les passagers, mais aussi pour les collaborateurs au sol ou les personnels navigants. Et la dernière mission, plutôt sur l'aspect innovation, donc c'est là-dedans qu'on va avoir un peu notre expertise de moteur d'optimisation, moteur de règles et aussi data science. Voilà. Pour donner un peu plus d'historique sur la relation d'Air France avec le Big Data, donc il faut remonter en 2011 avec la mise en place de notre nouveau système de revenu management. Donc l'objectif est d'optimiser la recette de nos vols. Et comme on peut l'imaginer, avec les 2000 vols par jour, une prévision sur plus d'un an, il a fallu mettre en place un nouveau système. Et donc là, on est parti sur un système basé sur Hadoop 1 à l'époque, et du MapReduce. Ce système a été mis en production, un succès, et ça a déclenché une vague côté IT, en fait, donc, qui a été mise en place à travers un programme Big Data. Donc l'idée était réellement de promouvoir le Big Data auprès de nos métiers. Donc on le rappelle les métiers, il y avait justement le cargo, le CRM, etc. Et aussi de se former côté IT avec ces nouvelles technologies. Donc tout ça à l'aide de proof of concept qui ont été mis en place. Et la sortie de ce programme Big Data a été au moins une standardisation de tout l'outillage. Donc on sait qu'il y a plusieurs distributions Hadoop, il a fallu faire un choix. Même chose pour toutes les technos NoSQL, etc. Donc là on a un peu une image des solutions que nous avons identifiées, enfin même appliquées en fait, c'est notre standard. Le service de recherche opérationnelle, lui, a été impliqué plutôt pour la partie data science, en disant qu'on va vouloir mettre en production des modules data science. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on va faire notre focus par la suite.
Ce programme a été vraiment un succès parce qu'il y a énormément de POC qui ont été industrialisés. Et c'est aussi l'objectif du REX aujourd'hui. Sur la partie data science, dans l'activité, il y a maintenance prédictive. Donc ça faisait partie d'un des POC. L'idée est vraiment d'arriver à recevoir toutes les informations capteurs de tous nos avions et arriver à anticiper des pannes. Toute une partie qui était plutôt reliée au système de revenu management avec la prévision de la demande, de la recette et même de l'annulation pour gérer la suroffre. Et effectivement quelque chose de plus orienté client avec des modules qui vont permettre de personnaliser l'offre, personnaliser les services et aussi détecter des irritants et voire même gérer un peu les plaintes en fait, au plus rapide. Donc ça peut être basé avec des données plutôt exogènes, réseaux sociaux, etc. avec des modules text mining qui sont mis en place. Donc voilà maintenant, dans la partie focus relation client, ce qui nous intéresse. Donc c'est réellement au cœur de la stratégie du groupe. Donc vraiment la relation client a été portée au cœur de la stratégie du groupe. L'idée est réellement de mettre toutes les données que nous avons au service de nos clients pour arriver à les aider, donc réflexion de l'achat qu'ils voudraient faire, le voyage qu'ils voudraient faire, jusqu'à l'après-vol. Pour ça, il a fallu casser les silos. Donc l'idée est vraiment de centraliser toutes nos données. À partir de là, on avait pu avoir un service personnalisé. Donc on a nos agents seuls ou même dans les cabines qui ont une tablette, par exemple. À partir de cette tablette, ils ont un accès rapide, quasiment instantané, à tout le dossier de réservation de tous les passagers. Donc ils peuvent arriver à les aider très rapidement en cas de problème ou même à les guider. Une partie amélioration marketing client, donc là c'est plutôt pour mesurer la pression marketing pour nos futurs clients et aussi mieux détecter les canaux de distribution en tout cas qu'on va utiliser. Et la dernière partie qui est plutôt voir en fait en fonction de nos clients l'historique de leur voyage et ça peut nous aider. Alors l'exemple qu'on peut donner c'est sur les plateaux repas. Si un client prend systématiquement des plateaux repas végétariens et que sur un vol il l'oublie, on peut lui donner une petite notification en disant voilà, probablement vous avez oublié de prendre votre plateau végétarien. Tout ça, c'est effectivement real time. Donc l'idée est vraiment d'avoir ce service le plus rapide possible, distribué à tous nos collaborateurs et aussi aux clients. Donc ça peut être pour fluidifier le parcours. Donc je parlais des tablettes en fait, des différentes personnes au sol ou en cabine pour arriver à guider le client. Mais il y a aussi des nouveaux services qui vont arriver dans quelques mois, qui sont la géolocalisation des bagages. L'idée est de pouvoir vous avertir en cas de retard ou même juste vous avertir que votre bagage est bien arrivé. Cette plateforme donc, est opérationnelle depuis plus d'1 an. Avec, voilà, j'ai listé les technos qui sont utilisés pour pouvoir arriver à répondre à ces besoins. Là, c'est pour vous montrer un peu le potentiel. Donc, l'idée de ce schéma en sinus, c'est de modéliser les relations, les points de contact que nous avons avec nos clients. Donc, on peut voir en fait plutôt sur la gauche, on a la partie réflexion d'achat. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de points de contact. Si on veut imaginer un peu plus tôt, il y a la partie recherche sur le site, peut-être achat d'options payantes, l'enregistrement en ligne, l'arrivée à l'aéroport, etc. On voit que ce n'est pas un cercle, c'est vraiment une relation continue. L'idée est vraiment de s'équiper pour pouvoir suivre nos clients sur le long terme. C'est réellement l'objectif. Et justement, en fait, on peut très facilement voir ici avec le code couleur le nombre d'interactions qu'on a actuellement, et on peut imaginer les futures interactions qu'on va avoir par la suite, ce qui nous amène directement à notre problématique, qui est comment arriver à livrer justement ces nouveaux services pour nos clients, pour nos collaborateurs, le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Pour ça, je laisse la main à Mouloud. Donc l'objectif, comme vient de le dire Michael, c'était vraiment de réfléchir au process de mise en production des cas d'usage data science et de pouvoir trouver les points essentiels sur lesquels on peut agir pour accélérer ce process. Et donc là, sur la suite de la présentation, ce ne sera pas forcément orienté relation client, ce sera une réflexion plus globale sur des cas d'usage data science, notamment pour la relation client, mais c'est un peu plus global. Donc la première étape de notre réflexion, c'était déjà d'essayer de modéliser ce process, de pouvoir identifier les grandes étapes par lesquelles un cas d'usage data science passe de la définition de celui-ci jusqu'à la mise en production.
Donc nous avons identifié une première étape qui est au niveau métier, où là il y a des interactions avec les métiers pour identifier le besoin, le cas d'usage, qu'est-ce qu'on a envie de faire et pourquoi on a envie de le faire. Une deuxième étape, c'est la phase d'exploration, où on identifie nos données, qu'est-ce qu'on peut faire sur ces données-là, et quelle est la solution la plus adaptée pour répondre aux besoins. Et une étape aussi qu'on estime être très importante, c'est la visualisation dans un but de valider la solution. C'est des interactions avec les métiers, faciliter ces interactions avec les métiers pour pouvoir valider la phase d'exploration, pour dire que voilà, en l'état actuel de l'exploration, ce service est valable et apporte une valeur. Donc on peut passer à l'étape suivante qui est la mise en production. Donc l'étape suivante, c'est la mise en production, c'est ce dont on va parler beaucoup dans la suite de la présentation. Donc comment faciliter cette phase, comment accompagner les data scientists dans cette phase de mise en production des cas d'usage data science. Et cette mise en production nous permet aussi de rentrer dans un cercle d'amélioration continue en automatisant toute la phase de mise en production et de mise en service des cas d'usage. On peut livrer plus vite et rentrer dans cette phase d'amélioration continue pour apporter des évolutions à nos cas d'usage. Donc ça, c'est un parcours que nous avons imaginé, peut-être pas complet, mais tout au long de ce parcours, à travers notre réflexion, il s'est avéré qu'il y avait pas mal de questions auxquelles il faut répondre pour pouvoir accélérer ce process. Et à chaque étape, il y a des questions, des obstacles, des freins à ce process pour entrer dans le cercle vertueux de la mise en production. Ça va de la phase de définition, quels sont les interlocuteurs, qui a la connaissance transverse pour pouvoir identifier les cas d'usage, pour avoir une connaissance des données, jusqu'à la fin, en passant par l'exploration. Et là, c'est quels outils on utilise, comment on accède à la donnée, etc. Et pareil pour la visualisation, comment faciliter cette interaction avec les métiers pour qu'ils donnent un feedback constructif. Et aussi pour la mise en production, quels outils, comment accompagner les data scientists pour pouvoir construire un produit maintenable et industrialisé, pour pouvoir entrer dans cette boucle vertueuse d'amélioration continue. Et donc, pour commencer, nous allons essayer d'identifier les axes d'accélération que nous avons trouvés et dans un deuxième temps, parler des solutions que nous avons apportées. Et pour ça, je vais laisser Mickaël commencer par un point très important. Merci. Donc, le point important, c'est à partir du moment où on a l'émergence d'un besoin, d'une idée, à qui la soumettre, qui va pouvoir coordonner cette idée, vérifier que dans le paysage complet, cette idée n'est pas déjà présente, elle est bien en accord avec la stratégie, la roadmap qui est présente. Et surtout, est-ce qu'on va pouvoir répondre à cette idée à travers la connaissance des données, en fait. Avoir le point d'entrée, c'est qu'on a beau avoir une idée, si on n'a aucune matière pour travailler dessus, ça ne mènera à rien. Donc en fait, il faut vraiment arriver à se poser ces questions et arriver à centraliser ses besoins et réellement le mettre dans le paysage complet, le mettre dans la roadmap, dans la stratégie du groupe. Donc vraiment le premier point, en tout cas d'accélération, la première question, c'est vraiment se demander à qui soumettre cette idée, qui va la prioriser par rapport aux autres idées et comment, donc à partir de la question sur les données. Et comme vous l'avez sûrement deviné, la prochaine étape, c'est l'exploration. Et donc là, il y a quelques spécificités à l'exploration en data science. C'est data-driven, dans le sens où on explore nos données, donc les résultats dépendent forcément de la donnée, de la qualité des données, etc. Et donc l'accès à ces données-là est très important pour pouvoir accélérer cette phase. Il y a des résultats incertains, à la fois en faisabilité, en temps et en qualité, c'est-à-dire que le résultat n'est pas forcément, ne répond pas forcément aux besoins de départ. Donc il faut, on fait une phase d'exploration, donc de fait c'est quand même incertain et inconnu, donc on ne sait pas ce qu'on va avoir à la fin. Et cette phase d'exploration nécessite aussi des outils interactifs pour pouvoir explorer la donnée. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est mettre à disposition des data scientists ou de ceux qui vont explorer cette donnée-là, des outils qui peuvent leur permettre facilement d'accéder à la donnée, de pouvoir la requêter, pour pouvoir justement tester leurs idées et sortir une solution. Et du coup, les questions qui se posent à ce niveau-là, c'est
comment mettre à disposition ces données de façon simple et quels outils mettre à disposition aussi pour pouvoir faciliter cette interaction avec la donnée. Le prochain point concernant la visualisation et le reporting, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est le point principal, c'est l'interaction avec les métiers. C'est déjà pouvoir mettre en place des visualisations de ces données-là qui permettent rapidement de voir la valeur ajoutée du cas d'usage data science. Il faut que ce soit accessible aux métiers pour qu'ils puissent voir cette valeur ajoutée et la valider, ou alors apporter des feedbacks qui permettent d'améliorer la solution qu'on a apportée et à rentrer dans un cycle d'amélioration de l'exploration jusqu'à validation du cas d'usage pour pouvoir après rentrer dans la phase d'industrialisation. Donc c'est dans l'autre sens. Et du coup, pour la phase d'industrialisation, il y avait 3 points importants. C'est l'automatisation du delivery, pour ce que je disais tout à l'heure, pour permettre d'avoir une amélioration continue et une livraison rapide. Donc notre objectif, c'était de pouvoir automatiser le delivery des cas d'usage data science, de pouvoir faciliter ou aider le passage de l'analyse des données, de l'exploration à une application au service en data science. Donc ce passage-là est souvent critique, et donc il fallait apporter des solutions pour pouvoir faciliter et guider les data scientists dans cette phase-là. Et aussi des problématiques un peu liées à notre cas spécifique, où on utilise des outils big data, notamment Spark distribués. Donc il y a un tas de complexité de configuration, pour soumettre des jobs et distribuer les traitements qui sont spécifiques à ces outils-là. Donc il fallait aussi apporter une solution pour pouvoir simplifier cette étape. Et donc là, nous allons commencer à proposer les solutions qu'on a mises en place et aussi les solutions qu'on aimerait mettre en place. Donc le premier point, qui n'est pas exactement une solution que nous avons mis en place, mais c'était plutôt une chance sur la partie relation client, où en parallèle du programme Big Data, il y a eu, comme je le disais, en fait, vu que c'est la partie très stratégique pour le groupe, il y a vraiment eu une motivation, une envie en fait, de recentraliser toutes ces données et les outils en fait, en lien avec ces relations clients. Donc il y a eu cette instance qui s'est lancée en parallèle du programme Big Data et en fait qui a pu incorporer dans ses fonctions la partie gouvernance des données et centralisation de ces données. Donc en fait, à travers cette instance qui permet, une instance de gouvernance des données, on a pu arriver à gérer la centralisation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est cette instance qui va être responsable de la centralisation des données et des données qui sont présentes dedans, va coordonner aussi l'utilisation de ces données en fonction des besoins avec les différents métiers et aussi en fonction des équipes IT. Donc c'est vraiment un lien en fait, très fort avec ces différentes équipes. C'est aussi cette instance qui va avoir la charge, la responsabilité de la qualité de ces données et de la sécurité de ces données. Donc vraiment, c'est l'instance centrale sur ces données centralisées. Effectivement, pour orchestrer tout ça, le mode agile est d'une grande aide et en fait ça nous permet réellement d'avoir des contacts très fréquents avec les différents métiers, avec les équipes IT et avec toutes les équipes qui vont gérer aussi les flux de données qui vont arriver sur cette base de données centralisée. Donc voilà, ça répond en grande partie au point à qui soumettre et comment les prioriser. Donc là, c'était l'objectif pour remettre l'objectif de départ, c'était comment accélérer toutes les étapes que j'ai citées tout à l'heure pour pouvoir réduire le temps de la boucle de mise en production d'une application data science. Et donc là, ce que je disais tout à l'heure, il y avait des spécificités un peu liées à l'exploration data science, c'est qu'il y avait des incertitudes qui sont dues au fait qu'on explore, on ne sait pas forcément ce qui va sortir de l'exploration. Donc accélérer la phase d'exploration en tant que telle, on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre et il y avait trop d'incertitudes pour pouvoir agir dessus. Mais on a quand même identifié qu'on pouvait agir sur les obstacles ou les freins qui sont en amont de cette phase d'exploration pour pouvoir démarrer vite cette phase d'exploration et accélérer cette étape.
notamment sur 3 points. Besoin clair, j'ai mis besoin et objectif clair, ça peut paraître contradictoire vu qu'on fait de l'exploration. Mais déjà avoir des critères de succès ou des objectifs sur qu'est-ce qu'on veut mettre en place et quelle est la valeur ajoutée qu'on veut apporter. Donc ça, si c'est déjà défini, ça permet à la personne qui fait l'exploration de pouvoir avoir des buts à atteindre et des critères qui peuvent lui dire donc ça, ok, ça rapporte déjà quelque chose, donc mon cas d'usage a de la valeur. Donc là, je peux rentrer dans la phase suivante. L'autre problématique très importante, c'est les données. Comme je disais tout à l'heure aussi, l'exploration est très liée à la donnée. Donc pouvoir accéder à ces données très facilement et surtout avoir une connaissance fonctionnelle. On en revient un peu au catalogue de données tout à l'heure. C'est avoir une connaissance de ces données accessibles rapidement et aussi juste savoir où est la donnée et comment la récupérer pour pouvoir travailler dessus. Et l'autre point qui est aussi important, c'est lié à l'infrastructure, c'est pouvoir accéder à une plateforme qui va contenir des outils nécessaires pour pouvoir faire mon exploration et avoir les outils interactifs et qui ont un accès simplifié à la donnée. Donc sur ces 3 points-là, il y a des facteurs qui sont dus un peu à la stratégie globale d'Air France et d'autres qu'on a mis en place, notamment la data gouvernance dont Michael parlait tout à l'heure. Nous a vachement aidé, nous a beaucoup aidé dans cette phase-là, dans la phase de définition du besoin, dans la définition du cas d'usage, et aussi la connaissance des données qui est centralisée dans cette instance de gouvernance, qui permet d'avoir un interlocuteur identifié pour pouvoir avoir les données et avoir cette interaction avec les métiers qui est simplifiée. Il y a aussi un autre point très important aussi dont on a profité mais qui a été mis aussi qui a été mis en place dans le cadre du programme Big Data, c'est une infrastructure flexible et accessible assez rapidement. Donc Air France a mis en place un cloud privé, une plateforme de data discovery qui permet d'avoir des environnements virtualisés rapidement pour pouvoir, avec toute une plateforme standardisée, ce qu'on disait tout à l'heure, avec une distribution Hortonworks, avec des notebooks déjà disponibles dans cette plateforme, et aussi qui a un accès à la donnée. Donc tout ça permet de répondre aux questions qu'on se posait tout à l'heure, c'est comment accéder à la donnée, comment définir le cas d'usage, et aussi quels outils utiliser pour avoir cette interactivité. Pour la solution de data visualisation, alors là, c'est encore une réflexion en cours sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on utilise un outil comme Spotfire pour des dashboards un peu plus de reporting. Et pour des applications un peu plus spécifiques pour avoir cette interactivité avec les métiers, on utilise des AirShiny et des applications D3. Ça permet de créer des visualisations assez simples, de les mettre à disposition des métiers pour qu'ils puissent voir la valeur ajoutée, mais aussi donner des feedbacks. Donc ça, on ne sait pas encore si on va s'orienter vers une solution standardisée ou alors laisser la liberté aux data scientists de choisir leur outil favori. Donc ça, c'est vraiment une réflexion en cours. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une phase importante qui permet de valider la valeur ajoutée et de ne pas faire tout le travail d'industrialisation et de mise en production sur un cas d'usage qui, au final, n'apporte pas grand-chose. Et donc là, c'est une phase très importante sur ce qui est important dans cette phase de mise en production et d'industrialisation, c'est que nous avons la main sur pas mal de choses. C'est que nous avons des leviers pour accélérer cette phase. Et donc ça, ce que nous avons fait, c'est qu'on a développé un framework Python Spark dont l'objectif principal, c'est de passer de la phase d'exploration de code qui est sur des notebooks à une application industrialisée et packagée pour pouvoir la mettre en production. Donc les objectifs principaux, c'est abstraction des complexités liées à la configuration de Spark. Ça aussi, c'est des choses qu'on fait à chaque fois, qui se répètent à chaque fois qu'on met en place un job Spark ou une application en Spark. Et donc ça, l'idée, c'était de les mettre dans un framework qui permet de faciliter cette phase et de pouvoir la réutiliser à chaque fois. Il y a aussi un autre objectif, c'était de guider les data scientists dans la structuration de leur code, en mettant en place des templates
des classes qui peuvent importer. Ça les guide aussi dans ce travail de structuration du code, d'avoir de la modularité et surtout de faire des tests. Et il y avait un troisième objectif, c'était de bootstrapper, d'avoir un livrable unique sur toutes nos applications. C'est comme notre positionnement à l'aéro est un peu transverse et qu'on a plusieurs plateformes opérationnelles à laquelle on livre des moteurs. L'idée, c'était d'uniformiser ce livrable, de créer un livrable Aero, un moteur Aero. Mais là, quand je dis Aero, c'est data science, Aero pour recherche opérationnelle. Et donc, uniformiser ce livrable pour qu'on puisse avoir une meilleure visibilité sur ce qu'on livre et une meilleure maintenance sur nos moteurs. Donc, juste là, pour rappel, l'objectif principal, c'était de passer d'environnements comme celui-ci où l'intérêt principal, c'est d'avoir une interactivité, une visualisation et un environnement user-friendly qui permet d'accélérer l'exploration, comme je le disais tout à l'heure, de passer de ça à un code sur un éditeur où l'objectif, c'est d'avoir des modules, de faire des tests et de packager notre application pour qu'elle soit industrialisable et maintenable. Et il y avait un point important aussi, qui était la DevOps en data science. Donc là, le point lequel on veut mettre en avant, c'est surtout la collaboration avec les opérationnels. Dans la définition de ce framework, mais aussi dans la définition du process de la pipeline de delivery, c'était un travail en collaboration avec des opérationnels pour choisir les outils, choisir le process. Et donc pour ça, une fois qu'on a fait le travail de packaging ou de structuration du code pour pouvoir le packager, et une fois qu'on a notre code bien structuré, on utilise Bamboo avec une image Docker, mais pas pour livrer l'image Docker, mais surtout juste pour exécuter des tests dans cette image et à la fin créer un livrable qui est un PEX, qui est un Python exécutable. Alors le PEX, c'est vraiment une découverte que j'ai découvert sur ce projet-là, qui permet d'avoir, pour ceux qui connaissent Java, un jar exécutable. Et pour ceux qui font du Python, ils savent que c'est compliqué. Et donc le PEX, c'est une solution que j'ai trouvée pertinente et intéressante pour pouvoir avoir les dépendances incluses dans notre livrable et avoir un exécutable Python avec tout le framework inclus dedans, toutes les complexités Spark prises en charge par le framework. Et comme je disais, l'implication des opérationnels était très importante dans la définition de tout ce process-là. Et il y a un dernier point, mais je vais laisser Michael le présenter. Et donc oui, le dernier point, donc c'était pas forcément un obstacle, mais c'est plutôt lié à une expérience, en fait, expertise que l'on pouvait avoir sur l'industrialisation de modules, c'est l'intégration de ces nouvelles données. Effectivement, on parlait de plateformes de discovery jusqu'à maintenant pour développer ces nouveaux modules, mais nous avons vraiment des plateformes opérationnelles sur lesquelles toutes les données que nous avions utilisées pour la phase de discovery ne sont peut-être pas encore tout à fait présentes. Et il faut arriver à reproduire ce traitement sur la plateforme opérationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver à rebrancher toutes ces données. Donc, il y a toute la complexité en termes de structure, les formats de données, la fréquence à laquelle elles vont arriver, mais aussi reproduire la préparation de données qui a été faite lors de la phase de discovery. Et justement, cette partie-là nécessite vraiment un lien fort avec les opérationnels, donc encore un lien avec DevOps ici, pour reproduire ce traitement de données. C'est-à-dire qu'en fait, juste les reprocesser de façon à ce qu'on puisse faciliter le workflow complet et arriver à avoir des données qui pourraient être aussi réutilisées plus tard par d'autres applications, d'autres modules. Donc, gardez aussi en tête la possibilité d'avoir une extension de l'utilisation de ces données sur cette plateforme opérationnelle. Donc ça, c'était vraiment un point, effectivement, sans lien fort avec les opérationnels, c'était quelque chose de très difficile à mettre en place. Donc, pour conclure, donc si on reprend le schéma initial, ce qui a été mis en place ou ce dont on a bénéficié, c'est vraiment cette partie donc, data management, avec une instance qui va gérer, ordonnancer, prioriser les différents sujets, les données qui sont utilisées. C'est aussi cette instance qui va être le point d'entrée pour tous les besoins, qui émergent des différents métiers. Il y a une partie
Infrastructure qui était aussi indispensable à avoir pour avoir de la flexibilité, la disponibilité. Donc là, on a parlé du cloud privé, de notre plateforme Discovery qui nous permet vraiment de développer tous ces modules de data science. Effectivement, on parlait des notebooks, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui doit vivre pour permettre à tous les data scientists de développer ces modules-là. Mais il y a un petit changement, c'est que, une petite adaptation à avoir, c'est qu'il faut garder en tête qu'on va vouloir mettre quelque chose en production. Donc il y a aussi, dès cette étape-là, injecter dans les têtes en fait, de ces data scientists que ce module a vocation d'être industrialisé. Et donc, commencer déjà à structurer le code, ça peut être une bonne chose. La partie outillage sur la data vise. Donc là, effectivement, on n'a pas d'outils, disons, uniques. Je pense que l'important est vraiment d'avoir quelque chose d'interactif, de réactif, de façon à pouvoir bien communiquer avec nos métiers et valider ces idées. Donc là, c'est plutôt peut-être propre à l'équipe de data science qui va travailler sur le sujet, de déterminer quelle est la meilleure solution, l'outil, le langage dans lequel ils se sentent bien. Et la dernière partie, qui est justement à partir du notebook, arriver à construire un livrable. Donc là, je remercie énormément Mouloud pour son travail, parce que ce framework permet réellement d'organiser, de structurer le code très rapidement et de le livrer très facilement à partir de ce notebook jusqu'à un package PEX. Les liens avec DevOps, forcément, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se passer. Et voilà, je reviens sur le fait de penser produit dès le début. Voilà. Alors, il y avait juste un dernier point que je trouve quand même important, c'est que j'ai été un peu surpris et content de voir ça chez Air France, c'est qu'ils ont vraiment cette culture de partage de connaissances. Et donc, il y a toujours cette réflexion autour de comment partager la connaissance, comment éviter de refaire des choses, de réinventer la roue. Et donc, pour ça, il y a quelques points positifs qu'on a mis en place pour certains. Donc on a dans l'idée de créer un repository de package interne partagé par toute l'équipe, à la fois Amsterdam et Paris. Une fois qu'on a packagé, du coup, on voit aussi l'intérêt du framework, c'est si on crée quelque chose et qu'on l'a packagé, on peut le partager plus facilement. Et quelque chose aussi de très important, c'est un rendez-vous mensuel dédié au partage de connaissances. C'est un XKE au mode Air France pour l'Exebian. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place où une fois par mois, il y a un projet de la recherche opérationnelle qui présente à tout le monde ce qu'ils font et sur quoi ils travaillent, etc. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi un travail d'identification de référents par domaine d'expertise. Il n'y a pas beaucoup de compétences à la recherche opérationnelle. On a des doctorants, des chercheurs, des gens qui maîtrisent des sujets. Donc c'était important d'identifier les experts sur des domaines pour pouvoir orienter les nouvelles personnes qui veulent travailler sur ce domaine-là, de poser des questions, de s'informer, etc. Et évidemment, on essaie de mettre en place des documentations, des templates qui permettent de faciliter et de guider le travail des data scientists. Et effectivement, pour finir, pour une touche relation client, je voulais juste parler de ce hackathon lancé par Air France, donc qui va se dérouler d'ici quelques jours. Je pense que malheureusement, si vous vous enregistrez maintenant, vous serez seulement en liste d'attente, victime de son succès. Mais voilà, c'est pour vraiment montrer que voilà, le groupe met au cœur de sa stratégie la relation avec les clients. Et voilà, c'est l'intérêt en fait que l'on porte sur ce sujet. Merci pour votre attention, en tout cas. Je pense qu'on peut passer aux questions, si vous en avez. Vous parliez de l'instance de data gouvernance qui m'apparaît moi comme une clé de voûte du système pour que ça marche bien. Du coup, j'ai une question double. C'est quel type de compétences, quel type de profil vous avez mis au sein de cette instance et à quel moment intervient tout ce qui va être partie sécurité, data privacy et ainsi de suite. Ok. Donc, effectivement, ce n'est pas quelque chose que nous avons mis nous en place, c'est vraiment au sein du groupe en fait, où cette instance s'est formée. Donc, il y a effectivement derrière cette instance, c'est plutôt des gens qui vont être issus métiers, vraiment avec les compétences métiers, connaissance de toutes les applications, des données, de la stratégie.
Et à partir de là, en fait, il va y avoir différents groupes de travail, on peut dire, qui vont répondre à toutes ces questions. Donc la partie sécurité, c'est exactement quelque chose sur lequel on est sensible et on est posé. Donc actuellement, on a plutôt siloté les domaines de façon à vraiment contenir les données sensibles juste aux personnes qui ont le droit d'accès. Là, il y a la stratégie, on voyait justement sur la partie data lake tout à l'heure, la partie sécurité qui est autour d'Hadoop, qui n'est pas forcément quelque chose de facile à mettre en place. Et là, l'idée de mutualiser les plateformes, etc., émerge. Et donc, justement, le groupe de travail est en train de réfléchir à ça, mais pas uniquement sur la partie customer, mais vraiment au niveau groupe, en fait, en disant si on veut remettre les domaines cargo, finance, etc. Donc là, c'est plutôt un travail en cours sur la partie sécurité. Et en termes de compétences métiers, voilà, c'est pas forcément des data scientists, mais c'est vraiment des personnes qui ont une forte compétence sur les données et les applications qui sont présentes. Et cette instance de data gouvernance, elle est uniquement sur la data client ou elle est hyper hétérogène sur la maintenance prédictive, je sais pas, des avions ou des choses comme ça? Parce que sinon, ça va arbitrer des choux et des carottes. Non, actuellement, elle est vraiment orientée client, effectivement. Donc, en fait, c'est plutôt là le retour d'expérience qu'on fait orienté client. On a cette instance qui est présente, qui est clairement définie. C'est une clé de voûte, comme on le disait, et justement, c'est en train de s'étendre avec différents domaines. Je pense qu'il y aura effectivement certains domaines, comme on parlait du cargo, la maintenance prédictive, qui n'ont peut-être pas forcément d'interaction directe avec les clients. Donc c'est pour ça qu'il y a cette structure qui est en train de se mettre en place. Mais on pourrait aussi effectivement imaginer quelque chose de peut-être un peu plus qui permet de les chapeauter pour arriver à croiser ces informations plus tard. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples d'applications de data science que vous avez mis en place via l'organisation et le framework que vous avez décrit? Oui. Donc il y a effectivement donc les applications, donc ça peut être tout ce qui est moteur de recommandation. Donc on parlait de moteurs de recommandation, par exemple de destination, qui vont permettre justement dans les campagnes publicitaires mail en fait de mieux cibler les destinations qu'on va vouloir pousser à tous nos clients. Il y a effectivement plutôt des études là en fait où on a, je ne vais pas forcément aller plus dans le détail, mais en fait c'est des études qui ont montré leur potentiel, qu'on est en train justement de migrer actuellement pour pouvoir les mettre à terme ici. Donc sur la partie relation client, on a réellement cette partie de recommandation de destination, mais en tout cas on a aussi utilisé ça sur la partie maintenance prédictive, par exemple. Il y a, j'ai oublié en fait le thème où on avait justement sur la partie gestion des plaintes et des irritants, où justement chaque personne navigant avec sa tablette en fin de vol écrit en fait un rapport de vol en disant quels sont les points, s'il peut y avoir des irritants pour nos passagers. Et il y a tout un algo text mining derrière qui va extraire ces informations pour arriver à les référencer et prendre des actions plus rapidement. Je pense qu'on est prêt pour aller manger. Alors, merci.